Bonsoir l'élite, j'espère que vous allez bien. Alors d'entrée de jeu, j'ai une question pour vous. Dites-moi quel est le lien entre la Russie, la Belgique, la Martinique, l'Égypte, l'Algérie, le Mali, le Malawi et le Congo-Brazzaville. Je vous dis d'office, ce n'est pas parce que ça rime. Je sais que j'aime beaucoup rimer, mais ça n'a rien à voir. Je vous laisse 30 secondes, le temps de mettre mon introduction et je reviens après ça pour vous donner la réponse. Je pense que vous avez tous trouvé la réponse. Si pas, ce n'est pas grave, je vais vous le dire. À ces pays-là, j'aurais pu rajouter l'Iran, le Maroc, l'Angola et le Congo-Kinshasa, tout simplement parce que tous ces pays ont en commun le fait d'avoir une avenue, une rue, une place ou un monument au nom du héros national congolais Patrice Emery Lumumba. Et comme vous avez pu comprendre, aujourd'hui, on va parler de lui et on va s'intéresser à ce qu'il était. Je dis ce qu'il était parce qu'en effet, aujourd'hui, il n'est plus. Ça fait exactement 60 ans parce qu'il a été assassiné le 17 janvier 1961. Mais avant d'arriver à sa mort, revenons au début et le cheminement qui l'a poussé à cette fin tragique. Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Katakokombe dans le Sankuru au Congo belge parce que oui, le Congo était une colonie de la Belgique à cette époque-là. Il est né dans cette province, il a été éduqué et scolarisé dans un enseignement catholique dans un premier temps pour ensuite rejoindre un enseignement protestant dirigé par les Suédois. Comme premier emploi, il était engagé dans une entreprise minière dans le sud Kivu avant de rejoindre Léopoldville, qui est l'ancienne appellation de la ville capitale de Kinshasa, et ensuite Stanleyville, qui est l'ancienne appellation, elle, de la ville de Kisangani en tant que journaliste. En 1954, il reçoit de l'administration belge la carte d'immatriculé, qui est la carte que l'on donnait à des Congolais qui étaient évolués, qui pouvaient prouver qu'ils avaient un mode de vie occidental et qu'ils vivaient à la manière des Blancs. Et donc, en fait, il reçoit cette carte qui lui permet d'être parmi les 200 Congolais sur 13 millions de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très peu. Sur 13 millions de Congolais, il était parmi ceux qui ont reçu cette carte. Et c'est en travaillant dans la société minière dans laquelle il était engagé qu'il découvre qu'en réalité qu'il y a énormément de richesses au Congo et que ces richesses ont un rôle capital dans l'économie mondiale, mais qu'elles sont inégalement réparties et surtout que les Congolais n'en bénéficient pas du tout. En 1955, il crée l'association APIC pour Association du personnel indigène congolais, et à l'occasion d'un voyage que le roi Baudouin a effectué au Congo, Lumumba a l'occasion d'échanger avec lui sur la situation des Congolais, sur la situation misérable que vivent les Congolais à l'époque. En 1956, Lumumba adhère au parti libéral du ministre Buisseret, qui était le ministre chargé à l'époque des affaires politiques coloniales, et donc il attire avec lui certains notables congolais pour pouvoir les conscientiser à avoir une certaine éveil politique. C'est aussi à cette époque-là qu'il a l'idée d'écrire son livre qui s'intitule Congo, terre d'avenir est-il menacé? Mais ce livre, malheureusement, n'a pas pu voir le jour de son vivant. Il sera édité plus tard à Bruxelles. Et toujours en 1956, il est condamné à 1 an de prison pour avoir détourné les fonds de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Mais pour lui, il trouvait en tout cas que ce détournement était juste et justifié, tout simplement parce que les Blancs, les Belges, leur demandaient de pouvoir vivre de manière occidentale sans forcément leur donner les moyens pour le faire. Mais il sera relâché avant d'accomplir 7 années en prison et devient par la suite le président de l'association des indigènes à Stanleyville, qui, comme je vous l'ai dit, est l'actuel Kisangani. Le gouvernement colonial belge décide alors de libéraliser certaines questions politiques et d'accorder aux Congolais de pouvoir créer eux-mêmes des partis politiques, même si ces partis restent sous la tutelle, sous le parrainage d'autres partis politiques belges existants. Et alors à ce moment-là, Lumumba rejoint les libéraux dans l'amicale libérale.
En 1958, Lumumba participe à l'exposition universelle de Bruxelles qui est organisée par les Belges pour pouvoir redorer l'image de la Belgique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, exposition qui a été énormément critiquée pour avoir abrité un zoo humain. Effectivement, il y avait des cages dans lesquelles étaient enfermés des enfants, des adultes noirs, africains, congolais, pour le plaisir des Européens, des Belges, des Blancs qui n'avaient jamais vu de leur vie une personne noire déjà, mais un Congolais aussi, puisqu'ils étaient au courant que le Congo appartenait à la Belgique, que le Congo était une colonie de la Belgique, mais certaines personnes ne s'étaient jamais rendues sur place, alors c'était une occasion pour eux de pouvoir voir comment vivent les indigènes. Et lorsque Lumumba voit ça, il est choqué de l'image peu flatteuse que les Belges ont des Congolais et surtout de cette image paternaliste qu'ils veulent imposer. Et donc il décide de se séparer du mouvement libéral pour pouvoir s'attacher à des mouvements, à des associations anticoloniales à Bruxelles. Et c'est alors que lorsqu'il retourne au Congo, il crée le 5 octobre 1958 son parti politique qui est le Mouvement national congolais. Toujours en 1958, Lumumba se rend à Accra à la conférence des peuples africains, conférence dans laquelle il rencontre d'autres notables, d'autres politiciens africains avec lesquels ils vont échanger sur des questions de régionalisme, de tribalisme et de toute forme de séparatisme. Et là, il y a comme une conscience collective de la condition que vivent les peuples africains face aux puissances coloniales. Et une fois de retour à Kinshasa, il va donc tenir un discours au sein de son parti et aussi devant plus de 10 000 personnes, discours où il expose ses idées indépendantistes en disant, je cite, une phrase qui va marquer un tournant dans sa carrière politique, que nous voulons la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. En 1959, il y a une énorme répression organisée contre les mouvements nationaux, notamment la BACO. La BACO est une association fondée par Joseph Kasavubu, qui deviendra plus tard le premier président congolais, mais ça, on en reviendra plus tard. Et également sur le MNC, le mouvement national congolais fondé par Lumumba. Il va y avoir des morts et des blessés, et Lumumba est emprisonné le 21 janvier 1960. Ensuite, les Belges organisent à Bruxelles une table ronde dans laquelle ils veulent parler avec les délégués indépendantistes pour pouvoir trouver un accord. Mais ces délégués refusent de siéger dans cette table ronde en l'absence de Lumumba. C'est ainsi que 5 jours plus tard, le 26 janvier 1960, Lumumba sera relâché pour pouvoir participer à cette table ronde. Et là où les Belges pensaient trouver des Congolais qui ont des idées divergentes, ils se rendent compte qu'ils sont face à un bloc qui ont une seule pensée unie, une seule pensée unique, qui est celle de pouvoir réclamer l'indépendance. C'est ainsi que l'indépendance est réclamée de manière immédiate. Un jour est même fixé, celui du 30 juin 1960, et cela a mené aux toutes premières élections du Congo qui se sont passées en mai 1960. Et donc en 1960, les premières élections congolaises sont organisées. Le parti de Lumumba obtient la majorité des voix au Parlement. Joseph Kasavubu devient le premier président congolais et confirme à son tour Lumumba comme premier ministre. Selon l'accord constitutionnel qu'il y avait, constitutionnel puisque la première constitution n'arrive que 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 1964, on retiendra notamment la participation de ce jeune universitaire Étienne Tshisekedi dans l'édiction de la Constitution. Étienne Tshisekedi qui donc va être dans la politique congolaise, un notable fort marqué qui a aussi marqué quelque part la politique congolaise et qui est le père de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Il fallait attendre du coup un mois après ça, en juin 1960, précisément le 30 juin 1960, pour que le discours de l'indépendance soit proclamé, discours que Lumumba va tenir devant des notables congolais, devant le roi, devant des officiers congolais et belges, et discours qui va être très controversé, un discours qui va être virulent. Je vous laisse suivre cet extrait et on va le commenter. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même.
selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades? Les cachons furent brutalement jetés. Ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Le discours que prononce Lumumba le 30 juin 1960 est un discours qui va provoquer énormément de controverses, surtout du côté belge, parce que ce n'est pas forcément cette image-là que la Belgique donnait de la colonie à l'international, puisque Lumumba va dire tout ce qu'ils ont subi, toutes les humiliations, toutes les peines que les Congolais ont subies sous la colonisation belge. Et donc cela ne va pas plaire ni au roi ni aux notables belges, tout simplement parce que Lumumba va aller dans le contresens de l'image que la Belgique veut donner, que l'image que la Belgique entretient auprès des autres nations occidentales. Lumumba va directement dans son discours commencer à dire aux Congolais et aux Congolaises, alors qu'il était d'accoutumé quand on faisait ce genre de discours, de s'adresser au roi d'abord, de s'adresser aux politiciens belges, de s'adresser aux notables belges, avant de pouvoir s'adresser au bas peuple, avant de s'adresser aux Congolais. Alors il va remettre les Congolais à l'avant de la scène, et chose qui caractérise bien son mouvement qui est nationaliste, il est centré, il est pro-congolais, et donc il va remettre les Congolais, il va remettre l'intérêt des Congolais dans ce discours, et discours qui lui vaudra énormément de critiques et surtout énormément de haine, tout simplement. Et même pas 2 semaines après l'indépendance, le Congo est face à une sécession, la sécession du Katanga, sous l'impulsion de Moïse Tshombe, qui va donc vouloir séparer la province du Katanga du restant de la nation. Il faut savoir que la province du Katanga est une province très très riche. Dans le sous-sol, elle regorge tellement de minerais qui pourraient nourrir la nation entière pendant des années entières. Et tout simplement, cette province suscite énormément d'intérêt, et donc les Belges vont appuyer Moïse Tshombe dans sa quête sécessionniste, qui vont même confirmer plus tard l'état du Katanga, un état qui a duré plus ou moins 1 an à 1 an et demi. Et Lumumba, face à ça, il voit dans le soutien des Belges à l'état congolais une logique néocoloniale qui va venir s'ingérer dans les affaires du Congo, malgré que l'indépendance a été proclamée 2 semaines plus tard. Il est donc contre cela, et ce qui va provoquer énormément de confrontations entre le gouvernement central et le gouvernement sécessionnaire du Katanga. Et là, la Belgique n'est pas du tout d'accord avec ça, et ça va marquer, à mon sens, l'un des pas dans la signature de la mise à mort de Lumumba. Et à ce moment-là, la Belgique décide d'envoyer des troupes, des soldats au Congo, et la raison officielle qui est avancée, c'est celle de protéger les ressortissants belges qui se trouvent encore sur le territoire congolais. Mais la raison officielle, après des années, on a pu confirmer grâce à des enquêtes, grâce à des études, que cette raison n'était pas une raison valable, tout simplement parce qu'on n'envoie pas 10 000 soldats et paracommandos pour protéger des ressortissants. On a bien compris qu'il y avait d'autres intérêts en jeu. Et donc à ce moment-là, Lumumba décide de répliquer avec des troupes congolaises. L'ONU intervient, et l'ONU demande à la Belgique de pouvoir retirer ses soldats, ce qui ne va pas être fait. Ça va conduire à énormément de confrontations, et malheureusement Lumumba n'obtiendra pas le soutien de l'ONU tel que désiré. Ensuite, le 4 septembre 1960, le président Kasavubu va révoquer Lumumba de son poste de Premier ministre, révocation que ce dernier va contester. Il reçoit d'ailleurs le soutien du Conseil de ministres et des parlementaires au travers d'une motion de maintien, et il va à son tour révoquer le président. Quelques jours après, on est aux alentours du 10 octobre 1960, le secrétaire d'État du gouvernement, en tout cas parmi les secrétaires d'État, il y en a un, Joseph Mobutu, qui entre en scène. En réalité, il était déjà en scène, il était déjà officier militaire dans ce gouvernement, mais il acquiert un peu plus de pouvoir grâce à l'aide notamment des Américains. Il a ce pouvoir qui lui permet d'assigner Lumumba à résidence, bien sûr sous la demande de Joseph Kasavubu. On va assigner Lumumba à résidence pour un peu plus d'1 mois, puisque le 27 novembre 1960, il arrive à s'échapper de sa résidence
Sakalina, donc l'ancienne appellation de la commune de la Gombe à Kinshasa. Il s'échappe de sa résidence pour rejoindre Kisangani dans là où il a organisé en réalité une rencontre avec ses partisans. Mais malheureusement, il n'arrivera jamais à Kisangani à temps puisqu'il a été arrêté dans le district de Sankuru et ramené à Kinshasa par avion pour pouvoir être emprisonné pour quelques jours. Suite à cette arrestation, Lumumba sera conduit à Elisabethville, qui est l'ancienne appellation de la ville de Lubumbashi, ville dans laquelle je suis née et j'ai grandi, et il sera livré entre les mains des officiers congolais, des notables congolais, notamment Godefroy Munongo, Moïse Tshombe, qui vont orchestrer son assassinat, et c'est sur la route Likasi, la route qui relie les villes de Lubumbashi et de Likasi, que malheureusement Lumumba et deux de ses partisans, à savoir Maurice Mpolo et Joseph Okito, vont trouver la mort puisqu'ils vont être assassinés et leurs corps seront dissous pour ne vraiment pas laisser ou garder de traces de ce qui s'est passé ce jour-là. C'était sous la responsabilité d'officiers belges et d'officiers congolais qui ont le secret, on va dire, j'ai envie de dire, qui ont le secret de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et je vous propose de suivre cet extrait qui est l'extrait d'un interview réalisé avec Gérard de Sout, qui est un officier belge qui a participé à la mort, à l'assassinat de Lumumba, puisque c'est lui qui a découpé les corps et qui les a fondus dans l'acide. On va suivre ce qu'il en pense, lui, qui a été présent ce jour-là. C'était un ordre, c'était officiel. On était tout seuls là-bas. Il y avait là-bas des représentants consulaires. Ils n'ont pas bougé. Ils auraient pu s'opposer à l'assassinat de Lumumba. Ils ne l'ont pas fait. Le colonel Wandewal, une personne si importante, il aurait pu intervenir. Il n'a rien fait. Gérard Zout obéit donc et s'arrange pour faire disparaître les corps. On les a pris et on les a découpés en morceaux et on a fait disparaître tout ça. Aujourd'hui, si la responsabilité de la Belgique est avérée dans l'assassinat de Lumumba, la question américaine est tout aussi intéressante parce que l'on sait que la CIA espionnait Lumumba dans ses faits et gestes, que cela soit lorsqu'il effectuait des voyages en Europe ou lorsqu'il était en Afrique. Ses appels étaient enregistrés, les personnes avec qui il échangeait, les personnes qu'il voyait, qu'il côtoyait, tout ça était espionné. Pourquoi? Tout simplement parce que on craignait que Lumumba attire le Congo dans une dérive communiste, parce que je rappelle qu'à l'époque on est en pleine guerre froide où il y a deux blocs qui s'opposent, un bloc occidental et un bloc oriental avec deux pensées totalement séparées, une pensée communiste et une pensée capitaliste, et donc on a peur que Lumumba soit un communiste, que Lumumba emmène le Congo dans le communisme, et pour ça on redoute et on va même aller à lui coller certains propos, certains dires qu'il n'a jamais dit. Lui-même il le disait clairement qu'il n'était pas communiste et qu'il avait même des idées qui étaient plus libérales que communistes. Et à ce propos, je vous propose d'écouter, de visionner ce court entretien que j'ai eu avec Colette Bregman, qui est une journaliste belge qui a travaillé très longtemps en Afrique centrale en général et au Congo en particulier, et elle a écrit un livre pour pouvoir critiquer la commission parlementaire qu'il y a eu en Belgique sur l'assassinat de Lumumba. Je lui ai posé la question de savoir si pour elle Lumumba était réellement un communiste et pourquoi en fait il y a eu toutes des inventions autour de cette question, et je vous propose de suivre sa réponse. C'est lorsqu'on lit votre livre que je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui sont curieuses sur la question et surtout sur la commission parlementaire, on se rend compte en fait que la responsabilité de la Belgique ne peut plus être contestée. On sait que la Belgique est responsable à différents échelons, mais vous parlez aussi de la question américaine en fait. Il y a une zone d'ombre, une zone de doute sur l'implication des États-Unis dans l'assassinat. On sait, on entend, il y a des faits, il y a des rumeurs, on va dire, certaines choses qui ont été confirmées et d'autres pas. Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2021, une autre commission d'enquête peut être ouverte justement sur la question américaine? Certainement, évidemment, ça dépendrait de la justice américaine, mais il y a certainement des zones d'ombre qui subsistent, même si les historiens américains ont beaucoup travaillé. Mais je crois qu'une des premières choses qu'on doit éclaircir, c'est le contexte de l'époque. Il faut bien se rappeler que c'était la guerre froide et tout qui n'était pas avec les Occidentaux, à 100%, était qualifié de communiste. Communiste, ça voulait dire agent de Moscou, des pays de l'Est. C'était le monde communiste, c'était les ennemis de ce qu'on appelait à l'époque le
monde libre. Et donc Lumumba, qui n'était pas exactement dans les faveurs des Belges, a tout de suite été décrit comme un communiste, ce qui est ridicule. Ses amis étaient des libéraux, ses amis étaient des gens, des hommes d'affaires, des libéraux. Il n'avait rien à voir, il n'a jamais mis les pieds à Moscou, il n'avait rien à voir, ses amis étaient aussi des chrétiens de gauche, comme Jean-Vin Lierde, il n'avait rien à voir avec les communistes, mais c'est comme ça qu'il a été qualifié. Et donc, pour les États-Unis, un communiste doit être éliminé, et donc ils se sont engagés dans le sillage des Belges qui avaient présenté Lumumba comme un homme dangereux, un dangereux agitateur communiste, dans l'entreprise de liquidation de Lumumba. Ils se sont aussi fait leur religion eux-mêmes, parce que ils ont posé la question lorsque Lumumba est allé aux États-Unis en juillet 1960. On lui aurait posé la question à qui les richesses du Katanga, les richesses du Congo, comment faut-il les exploiter? Et il aurait répondu qu'il fallait les exploiter au bénéfice du peuple congolais. Et donc, les grandes sociétés multinationales américaines, occidentales étaient les bienvenues certainement, mais elles devaient partager avec le peuple congolais pour augmenter son bien-être et la justice sociale. Ça aussi, ça a accéléré sa condamnation à mort. Et donc, vous ne confirmez pas la thèse selon laquelle Lumumba était un communiste ou qui se rapprochait des grandes nations non occidentales? Je pense à la Russie, par exemple. Mais pas du tout. Il n'a jamais mis les pieds à Moscou et on lui a même proposé une aide communiste ou des avocats communistes et il a hésité à les engager pour le défendre en disant attention parce ça va me donner l'étiquette communiste qui est mauvais dans les circonstances actuelles. Et donc après il a eu recours à des avocats communistes en Belgique, Maître Chaumet, Maître Raskin de Liège, mais c'était vraiment tout à la fin quand il était aux abois et qui prenait au fond tous les secours qu'il pouvait avoir. Mais ses amis, c'était les panafricanistes, c'était les Nkrumah, les Sékou Touré, qui étaient peut-être plus engagés que lui, mais c'était sur le thème de la libération de l'Afrique, du panafricanisme, du nationalisme congolais. Ce n'était certainement pas l'idéologie communiste, à la différence quand même de Laurent Désiré Kabila, qui bien après a fait des stages et des séjours en Yougoslavie et dans les pays de l'Est. Kabila, c'est différent, mais Lumumba était un nationaliste, à la limite, du point de vue belge, je dirais, c'était un libéral. Ses amis étaient des libéraux qui n'étaient pas dans l'axe des catholiques. Et il était, par exemple, pour l'école libre, pour l'école pluraliste, et pas pour l'enseignement catholique ou protestant, parce qu'il trouvait que les missionnaires ne donnaient pas un enseignement de qualité suffisant. Il faut savoir que l'officier belge qui a participé à l'assassinat de Lumumba, Gérard de Sout, a gardé 2 de ses dents, un peu comme un trophée, une preuve qu'il a participé à ce crime. Et je vous propose de suivre ce qu'il en pense ou alors les raisons qui l'ont poussé à garder ses dents. Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba. Si un jour on me la demandait, parce qu'à l'époque on racontait des tas d'histoires autour de cela. Chacun y avait été, avait fait cela, etc. Et moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici, il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Lorsqu'il dit dans cet entretien que De Witt est venu le menacer chez lui, il fait allusion à Ludo De Witt, un sociologue belge qui a abattu un travail de titan autour de la reconstruction de l'assassinat de Lumumba. Il va se plonger dans les méandres de l'administration, il va aller fouiller dans les archives de la CIA, du ministère des Affaires étrangères belge et recueillir énormément de documents qui permet aujourd'hui d'avoir une vue sur ce qui s'est passé parce qu'il a fait un travail énorme. Il a sorti son livre en 1999, premièrement en néerlandais, l'assassinat de Lumumba, et alors en 2000 en français. Et à cause de la parution de ce livre qui a provoqué énormément de répercussions sur la scène nationale comme internationale, une commission belge a été ouverte en 2002 pour pouvoir estimer la responsabilité de la Belgique
dans l'assassinat de Lumumba. Cette commission est hyper intéressante, c'est long à lire, je ne vous cache pas, mais si ça vous intéresse, je vous la mets en barre d'infos afin que vous puissiez vous-même prendre des informations qui sont importantes et nécessaires. Et alors au bout de cette commission, il a été établi qu'il y a réellement une responsabilité morale de la Belgique vis-à-vis de l'assassinat de Lumumba, et le premier ministre de l'époque, qui était Louis Michel, a présenté ses excuses en 2002 au Congo, à la nation congolaise et à la famille de Lumumba par rapport à l'implication de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba. Je vous propose du coup de suivre un extrait de l'entretien de Monsieur De Witt avec Aloha News autour de la question des dents de Patrice Emery Lumumba. Oui, en fait, dans mon enquête, j'ai pu découvrir que le commissaire de police belge qui a détruit les corps, qu'il avait gardé dedans une phalange de Lumumba comme une sorte de trophée de chasse. Et donc il a ramené ça en Belgique, il a montré ça pendant des décennies à ses amis, à son entourage. Et quand mon livre est sorti, j'ai demandé à la commission parlementaire qui a été formée pour examiner les événements de faire une perquisition sur cette personne. La commission parlementaire avait tout le droit et tous les pouvoirs pour faire ça, parce qu'ils avaient le même pouvoir qu'un juge d'instruction. Et finalement, on ne l'a pas fait du vivant de ce commissaire de police. On m'a dit qu'on a fait une perquisition, mais seulement après la mort de cette personne. Je suppose que la maison était déjà vide, on n'avait rien trouvé. C'est ça ce qu'on me disait. Maintenant, il y a 2 ans, je reçois une soirée, un coup de fil d'un journaliste d'un quotidien flamand, de Humo. Et lui, il avait été chez la fille de ce commissaire de police qui entre-temps a été décédée. Et cette fille, très bêtement, a commencé à fouiller dans l'héritage de son père, et elle a trouvé une petite boîte. Elle a donc montré ce qui était dedans aux journalistes, et effectivement, les dépouilles de Lumumba étaient dedans. Donc, directement, je suis allé à un bureau de police et j'ai porté plainte pour recel d'une partie d'une dépouille mortelle, qui est donc une crime. Et le jour après, le procureur qui s'occupe aussi avec une plainte de la famille Lumumba contre des Belges qui sont impliqués dans l'assassinat, a ordonné une perquisition. Et donc, depuis lors, les restes de Lumumba, ou ce qu'on pense, ce que sont les restes de Lumumba, sont chez la justice à Bruxelles. Aujourd'hui, la famille Lumumba réclame à la Belgique que ses dents lui reviennent afin qu'elle puisse bâtir une sépulture en l'honneur de ce héros national. Et sa fille Juliane Lumumba a l'année passée, en 2020, écrit une lettre au roi des Belges afin de pouvoir voir cette opération aboutir. Mes frères et moi, notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, maintenant que nous sommes nous-mêmes pères et mères, c'est de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qui nous a légué, ce précieux sang qui circule dans nos veines. L'histoire de Patrice Emery Lumumba n'est pas l'histoire que d'un homme, de ce tout premier ministre congolais assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga. Non, c'est bien plus. C'est l'histoire d'idées, c'est l'histoire de manière de penser à la congolaise, de remettre le Congo au premier plan. Une histoire d'un nationalisme qui veut que les Congolais et les Congolaises s'autodéterminent, s'autoproduisent et surtout rompent avec des logiques occidentales qui imposent un système de faire, un système de penser et d'agir qui n'est pas toujours conforme avec le bien-être des Congolais. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes reprennent les idées de Lumumba sous forme de partis politiques, sous forme d'associations, de mouvements de jeunesse, et donc on voit que l'idée lumumbiste n'est pas morte et que bien au contraire, elle revit au travers de différentes manières de faire dans l'art, dans la musique, dans les idéologies politiques. Bref, Lumumba est encore présent au cœur de la nation congolaise
et voire à l'international. Pour clôturer cette émission, je vais vous partager l'entretien que j'ai eu avec Amaury Lumumba, qui est le petit-fils de Patrice Emery Lumumba, dans lequel on se pose la question de savoir quel est l'héritage de Lumumba au sein de la jeunesse actuelle. Alors Amaury, tu es le petit-fils de Patrice Emery Lumumba. D'entrée de jeu, une petite question, qu'est-ce que ça représente pour toi de porter ce nom de famille? Je dirais, bon, c'est avant tout une fierté, hein, bien sûr, une responsabilité, c'est-à-dire peut-être de tenue. Ayant grandi dans des pays hors du Congo, il y a toujours, comment dire, une certaine image à garder, à conserver. Alors quand on est dans l'insouciance de l'enfance, on ne pense pas à toutes ces choses-là, mais c'est vrai que plus on grandit et plus on se rend compte du regard des gens, donc on essaye quand même de se comporter d'une certaine façon, mais à la fin, Lumumba appartient à tout le monde et de toute façon, on est tous, en tant que Congolais, des ambassadeurs de Lumumba, donc c'est à chacun de se regarder et de savoir s'il représente correctement les valeurs congolaises, les valeurs que Lumumba a essayé de transmettre pendant son combat politique. Donc, il faut un peu essayer de dégonfler le ballon et de vivre les choses plus simplement et de ne pas trop se compliquer la vie en s'imposant peut-être une rigueur morale démesurée par rapport à ce que l'on peut être et par rapport aux défauts qu'on peut avoir, que n'importe qui pourra avoir. J'aime beaucoup une phrase que tu viens de dire, c'est que Lumumba appartient à tout le monde. Et je vais rebondir sur cette phrase pour te poser une question. Pour toi, quel est l'héritage que la jeunesse congolaise, qu'elle soit du Congo ou de la diaspora, devrait retenir de Lumumba? Déjà, y a-t-il même un héritage? Si oui, lequel? Et alors, comment faire pour l'implémenter? Alors oui, un héritage, oui, c'est certain qu'il y a un héritage, même si malheureusement il n'a pas été cultivé comme il aurait dû être par les différentes autorités qui ont suivi sa disparition, son assassinat, pardon. Déjà, je dirais que cet héritage n'est peut-être pas celui qu'on pense, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas aussi politique que ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait peut-être pas s'enfermer dans ses idées politiques, mais plutôt essayer de regarder, de jeter un coup d'œil à comment est-ce que ce combat politique-là a été mené. Voilà, à l'époque, pour faire un peu d'histoire, il y avait des gens qui étaient pour un État central, d'autres étaient pour un État fédéral. Donc, par État fédéral, j'entends donner un peu d'autorité aux différentes régions, aux différentes provinces, comme c'est un grand pays. Ces débats politiques qui pouvaient avoir à l'époque, je pense qu'il faut pas vraiment nécessairement s'enfermer dans tout ça. Mais par contre, cette rigueur, cet attachement aux valeurs, ce souci d'indépendance, de développement du pays, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut reprendre à son compte et que tout le monde peut embrasser. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je dirais qu'il y a, comment dire, Lumumba était un autodidacte. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation, et on l'a vu en plus avec le coronavirus, que les jeunes vont devoir être de plus en plus flexibles. Si on prend un pays comme le Congo, avec le chômage qu'il y a au Congo, je pense que la jeunesse ne peut plus vraiment, ne peut plus faire confiance au contrat qu'elle pensait avoir passé avec l'État. C'est-à-dire que tu fais tes études et tu obtiens un travail. Voilà, ça c'est la promesse que l'État fait aux jeunes de la planète entière d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut envisager le côté autodidacte de Lumumba et le transposer dans notre manière de voir nos carrières respectives, les activités que nous menons, essayer d'être indépendant aussi dans cette façon d'évoluer dans la vie, que ce soit via l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a aussi l'entrepreneuriat social, il y a tout un tas de choses qui sont possibles de faire. Et je pense que c'est important de garder ça aussi. Et peut-être la dernière chose, c'est la transmission. Sachant qu'il allait vers une mort certaine, il a quand même pris ce temps-là pour écrire cette lettre qui est désormais célèbre. Et il y avait là un vrai souci de transmission qui peut-être s'est perdu avec le temps, notamment dans certaines diasporas
où on ne prend plus le temps d'asseoir les jeunes pour leur expliquer ce qui s'est passé, leur transmettre à la fois un héritage national, mais aussi un héritage familial. Voilà comment est-ce que notre famille a évolué à travers les âges. On a la chance que le Congo, que la RDC telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire indépendante et relativement jeune, donc pour nos générations et pour nos parents, ça n'est pas nécessairement très compliqué de retracer l'histoire familiale. Alors, il y a cet effort-là qu'il faut faire, et puis bien sûr, l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire du Congo, s'efforcer de faire vivre cette histoire, et que cette histoire ne soit pas uniquement racontée par des personnes étrangères qui parfois sont très compétentes, ça n'est pas le problème, mais l'histoire, c'est toujours une affaire de narration, c'est toujours une affaire d'appropriation personnelle, il y a toujours une teinte culturelle à l'histoire, et donc essayer déjà de favoriser les auteurs congolais qui existent, et de faire vivre cette histoire en la racontant, en la discutant, en la challengeant. Et je pense que c'est comme ça qu'on continuera de faire vivre Patrice Emery Lumumba. Et est-ce que tu vois, toi, à titre personnel, dans la jeunesse actuelle, ce flambeau qui perdure, qui reste allumé? Oui, absolument, absolument. Je pense que il y a... Alors, quand on parle de jeunesse congolaise, bien sûr, il faut faire attention. Il ne faudrait pas pointer du doigt une certaine jeunesse. Il y a des personnes qui sont dans l'immédiateté, qui sont dans la survie. Lorsqu'on pense à la survie au jour le jour, c'est plus difficile peut-être de penser le monde. Mais malgré ça, et malgré ces conditions qui ne sont pas toujours évidentes au pays, que ce soit au pays ou dans la diaspora, il y a un certain nombre de jeunes qui ont des initiatives et qui prennent les choses en main. Donc oui, je pense que la jeunesse congolaise est particulièrement brillante, et que en termes d'intellect, il n'y a absolument aucun obstacle. Maintenant, voilà, il y a une culture politique à développer par rapport à ça. Amaury, un mot pour finir, un mot que tu peux adresser à cette jeunesse justement qui te suit? Oh, je ne vais certainement pas donner de leçons, que chacun suive son propre parcours, et ne pas se sentir, là je vais peut-être parler pour la diaspora, ne pas avoir de complexe. Sentez-vous légitime à chaque instant d'être congolais, non pas congolais de seconde zone, congolais à part entière dans votre identité, même si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas la nationalité congolaise. Sentez-vous congolais pleinement, ne laissez pas les autres questionner votre identité congolaise. L'identité congolaise se vit dans la pluralité, de la même manière que notre pays qui est si grand se vit dans une identité plurielle avec toutes ces régions, toutes ces provinces, toutes ces ethnies, toutes ces langues. Et donc, finalement, la diaspora n'est qu'une province de plus, une grande province, une province de plus de la RDC. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Voilà, l'émission touche déjà à sa fin. J'aurais aimé vous donner plus d'informations puisque je vous avoue qu'il y a énormément de choses à dire que je n'ai pas pu partager avec vous, mais en barre d'infos, je mets des liens vers des documentaires, vers de la documentation, des films que vous pouvez suivre pour pouvoir vous éduquer vous-même et avoir de l'information dessus. Pour ma part, c'était un plaisir de pouvoir partager avec vous sur ce sujet qui me passionne énormément. J'espère que vous avez aimé, que au moins vous avez appris quelque chose, puisque pour moi, c'est le cas. Alors je vais juste annoncer le gagnant du concours précédent qui a gagné un kit de pâtisserie, un kit pour débuter en pâtisserie qui est Malaïcia ou Malaïka sur Instagram. Si tu reconnais ton identifiant, n'hésite pas à venir me contacter sur Instagram, et toutes mes félicitations. Pour les autres, les jeux concours continuent. Rendez-vous sur mon Instagram, c'est là où tout se passe, et donc vous aurez l'occasion de remporter un prix qui est lié à l'émission d'aujourd'hui, donc sur Lumumba. Je vous dis donc à dimanche prochain, 18h, comme d'habitude, c'est notre rendez-vous. Merci d'avoir été au rendez-vous, et donc à la semaine prochaine.